Dans cette vidéo, nous tirons parti de l'extraction et de la construction de la loi binomiale, telle qu'elle a été réalisée auparavant dans les vidéos précédentes, pour voir quel usage on peut en faire et à quoi elle peut nous servir. Vous gardez bien en tête les conditions d'application de cette loi binomiale. On a vu qu'elle permettait de calculer la probabilité de voir apparaître un certain événement cible un certain nombre de fois dans un certain scénario où la probabilité élémentaire pour un sujet donné est connue ou fixée par théorie. Donc c'est toute la différence entre la probabilité de réponse et de détection correcte du coupable par une personne et la probabilité de se retrouver avec un certain nombre de personnes qui reconnaissent correctement le coupable dans l'affaire de Buzzy et Loftus. Elle sert à ça, cette loi binomiale, elle sert à calculer la probabilité d'un comptage. Elle sert à calculer la probabilité de voir apparaître un certain nombre de fois un événement cible, quand cet événement est binaire par nature, c'est-à-dire en succès-échec, quand la probabilité de cet événement est la même pour tout le monde, pour tous les sujets interrogés dans l'expérience, et troisièmement, quand les réponses et les observations qu'on a collectées sur ces sujets sont indépendantes les unes des autres. Ce sont là les trois conditions définitoires de la loi binomiale. Et beaucoup de situations en psychologie, dans des études de psychologie, entrent dans ce cadre. C'est pour ça que la loi binomiale nous intéresse. Ici, je veux vous faire toucher du doigt la notion de modèle d'échantillonnage, que vous compreniez bien comment la loi binomiale, en fait, vous montre quels auraient pu être les résultats de votre expérience dans le scénario de la chance seule. On va le regarder à travers un petit atelier qui se trouve ici et qui va nous permettre de bien voir le lien qui existe entre, d'une part, sur l'axe horizontal ici, les fréquences possibles d'apparition de la bonne reconnaissance. Il peut y avoir, au fond, sur les 40 personnes qui ont été interrogées, il peut y avoir 5 personnes qui ont bien reconnu, ou 10, ou 15, ou 20, ou 25, ou que sais-je. Il peut y avoir par conséquent sur l'axe horizontal plusieurs résultats de fréquences possibles de bonne détection. Et pour chacun de ces résultats, ce que vous donne la loi binomiale, c'est sa probabilité d'apparition, d'après ce mécanisme de loi binomiale qui dit que les événements sont indépendants, qui dit que pour tous les sujets c'est la même probabilité élémentaire, et qui dit qu'on a affaire là à un événement de nature binaire, par essence. Alors, par contre, ce modèle que vous avez là dans le graphique interactif qui se trouve ici est d'abord à régler pour notre problème, puisque par défaut, ici, le calculateur se règle à 0,5, mais on a vu déjà que pour notre problème, ça n'est pas la valeur théorique parlante. Il nous faut régler cette valeur théorique, qui correspond au scénario de la chance, c'est lui qu'on va examiner maintenant, à une valeur qui est pertinente. On montre 6 portraits au sujet de l'expérience, au sujet de cette étude. Par conséquent, s'ils ont de la chance simplement, les 6 portraits auront la même chance de se trouver désignés par les sujets de cette expérience, et la probabilité que nous avons ici à régler, c'est 1/6. Vous pouvez dans l'interface la régler en toutes lettres, en expression fractionnelle. Ça vous évite d'avoir à saisir le 0,166666. Et par conséquent, vous avez en tapant 1/6 ici, toute la précision de la machine avec 64 décimales sans avoir besoin de les saisir. Et on vous demande la chose suivante, on vous dit, avec quelle probabilité pourrait-on voir apparaître la fréquence 14 sur 40 dans ce modèle binomial particulier? Il faut bien comprendre que ce qui se trouve dessiné ici sur ce graphique correspond à un scénario hypothétique qui s'appelle le scénario de la chance. Si les gens ont de la chance, chacun d'entre eux a une chance sur 6 de détecter le vrai coupable. Et si chacun d'entre eux a une chance sur 6 de détecter le vrai coupable, alors il y a une probabilité de 0,1671 que 6 personnes détectent le vrai coupable. Si une personne a une chance sur 6, et si chaque personne interrogée a une chance sur 6 de détecter le vrai coupable, eh bien il y a une probabilité de 0,1624 de se retrouver avec 7 personnes sur 40 qui identifient le vrai coupable. Vous comprenez le principe? La loi binomiale vous permet, à partir d'une probabilité individuelle, de vous dire quelle est la probabilité de se retrouver avec un certain nombre de personnes sur l'effectif que vous avez interrogé qui, simultanément, détectent le vrai coupable ou montrent le comportement cible que vous êtes en train d'étudier. Elle sert à ça, la loi binomiale, à étudier la probabilité d'un certain effectif, en fait. Quelle était la probabilité de 14 sur 40? Il suffit de passer notre souris sur le bâton 14, ici.
Et on voit que la probabilité de se retrouver avec notre variable grand X de comptage égale à 14 est de 0,0026. J'espère que vous en serez d'accord, ce n'est pas une probabilité très élevée. On voit bien que le bâton ici est loin d'être aussi élevé que par exemple ce qu'on pourrait avoir pour 6 ou pour 7 ou pour 5. 14, un résultat de 14, si réellement les gens ont de la chance, et c'est bien l'hypothèse que nous avons fixée ici comme probabilité de référence, si réellement les gens ont de la chance, se retrouver sur 40 personnes interrogées avec 14 d'entre elles qui identifient le vrai coupable, c'est pas très probable. Ça commence à nous donner une petite indication sur ce qu'il faut penser du scénario de la chance. Indirectement, on a déjà une information. 0,026, voilà la réponse à la question. Dans cette deuxième question, on vous donne une définition que je vous demande de bien mémoriser parce que cette notion de vraisemblance, on va en avoir vraiment beaucoup besoin dans toutes les séances qui suivent. Qu'est-ce que c'est que la vraisemblance d'une hypothèse? On parle en statistique de la vraisemblance d'une hypothèse. C'est la probabilité des données d'après cette hypothèse. Faites bien attention à l'usage des mots parce que c'est un peu différent de l'usage du langage courant sur le mot vraisemblance. On dit que la vraisemblance d'une hypothèse, c'est la probabilité des données qu'on a d'après cette hypothèse. Vous comprenez la nuance? Dans le langage courant, quand on dirait qu'une hypothèse est vraisemblable, on le prendrait comme synonyme de l'hypothèse est probablement vraie. Ici, ça n'est pas ce qui est désigné par le terme statistique de vraisemblance. La vraisemblance, ça n'est pas la probabilité que l'hypothèse soit vraie. La vraisemblance, c'est la probabilité des données d'après cette hypothèse. C'est-à-dire, si cette hypothèse est vraie, voilà quelle est la probabilité des données que nous avons concrètement. Donc faites attention à cette petite subtilité dans le langage. Vous allez voir, on va très bientôt calculer des probabilités qu'une hypothèse soit vraie, et vous verrez que ça n'est pas la même chose que la vraisemblance, même si les deux notions sont liées. Ici, si la vraisemblance de notre hypothèse de la chance, que nous prenons comme cible ici, c'est la probabilité des données que nous avons d'après elle. Les données que nous avons, c'est quoi? C'est que 14 personnes sur 40 ont identifié le vrai coupable. Alors la probabilité des données, d'après le scénario de la chance, c'est très exactement le calcul que nous avons fait à la question précédente. La probabilité des données, c'est-à-dire de 14, d'après un scénario qui règle la probabilité individuelle à 1/6, eh bien c'est de 0,026 comme nous l'avons vu à la question précédente. Donc ici on répond la même chose qu'à la question précédente, c'est juste une manière de vous faire toucher du doigt cette définition et cette notion de vraisemblance. 0,026, c'est la probabilité des données que nous avons, 14 personnes sur 40 ont trouvé le vrai coupable, si l'hypothèse de la chance est vraie, c'est-à-dire si la probabilité est de 1/6. Pour ce réglage de probabilité théorique, quelle serait la fréquence empirique la plus vraisemblable, au sens statistique du terme, c'est-à-dire la plus probable? Si je regarde, le bâton le plus élevé, c'est lui qui va m'indiquer quel est le plus probable, comme résultat empirique, comme fréquence empirique. Si je regarde ici, je vois qu'il s'agit du comptage 6, autrement dit de la fréquence 6 sur 40. 6 sur 40, c'est ce qui est le plus probable quand réellement vous avez dans cette situation un scénario de la chance seule. Si tout le monde a eu de la chance, c'est-à-dire une chance sur 6 de tomber sur le vrai coupable, le plus probable de tout, c'est que vous ayez 6 ou 7 personnes qui détectent correctement le vrai coupable. Obtenir 14 personnes sur 40 dans cette hypothèse-là, c'est quand même super invraisemblable. 0,0026, c'est pas du tout du même ordre de grandeur que 0,1671. Ici, 0,1671, c'est la plus forte probabilité, et nous l'obtenons pour la fréquence 6 sur 40. Faites bien attention, c'est ça la question qui vous est posée. On vous demande de dire non pas quelle est la valeur de probabilité pour cette fréquence de probabilité maximum, mais quelle est la fréquence elle-même qui génère cette probabilité maximisée, c'est-à-dire ici 6 sur 40. 6 sur 40, c'est ce que vous êtes en droit d'attendre quand vous interrogez 40 personnes, et que dans cette situation, elles ont juste eu de la chance, c'est le plus probable, 6 ou 7 personnes. Autre définition, qui est plutôt comme un rappel, parce que vous connaissez bien cette notion de valeur P, et on vous la rappelle ici pour que vous fassiez bien le lien et la différence avec la notion de vraisemblance. La vraisemblance, c'est la probabilité des données qu'on a d'après l'hypothèse, tandis que la valeur P, c'est la probabilité d'avoir les données qu'on a, ou bien plus surprenantes encore, ou bien plus extrêmes encore. Ici, on a eu, nous, 14 personnes sur 40
qui identifie le vrai coupable. C'est déjà un petit peu surprenant, on le voit bien à travers ce modèle de la chance seule, que le 14 il est dans une zone quand même pas très probable. Mais qu'est-ce qu'il y aurait de plus improbable encore? Qu'est-ce qu'il y aurait de plus surprenant encore en termes de bonne détection? Qu'est-ce qui nous ferait encore plus douter que 14 de l'hypothèse de la chance seule? Si on avait 15 par exemple, ou 16, ou 17, ou n'importe quelle autre valeur qui se trouve dans la zone des valeurs très très peu probablement observées dans ce modèle, toute cette zone-là, de 14 jusqu'à 40, ça définit un ensemble de valeurs de fréquence qui sont hautement improbables dans le scénario de la chance seule. Gardez toujours ce leitmotiv et ce fil conducteur. Ce que vous avez ici sur l'écran représenté, c'est un scénario hypothétique où nous avons réglé le paramètre de probabilité à une chance sur 6, autrement dit, ça correspond au scénario de la chance seule. Donc tout ce que nous disons est assujetti à cette précaution oratoire. Si le scénario de la chance seule est le bon, alors toutes les valeurs qui sont ici, en gros au-dessus de 15 et 15 y compris, sont vraiment des valeurs très, très improbables. Si on veut calculer la probabilité d'avoir 14 sur 40, ou plus surprenant encore, plus extrême encore, il faut qu'on additionne toutes les hauteurs de bâton, en commençant par 14, puis 15, puis 16, etc. Elles ne sont pas très élevées, d'ailleurs le calculateur les arrondit au bout d'un moment à 0, à 15 on a encore quelque chose, à 16 aussi encore quelque chose, et rapidement, à partir de 18, le calculateur les arrondit à 0, mais ça n'est pas exactement 0. Si on veut, avec ce calculateur intégré, calculer la probabilité complète et additionner, il suffit d'encadrer avec la souris, avec un rectangle ici. Vous sélectionnez l'ensemble des bâtons qui correspondent à 14 et plus grands en termes de fréquence, et vous obtenez la probabilité cumulée ici de 0,003869, c'est-à-dire en arrondissant un tout petit peu, 0,039, c'est la valeur la plus proche qui vous est proposée ici dans les réponses. Gardez en tête cet usage du calculateur, vous en aurez besoin dans les exercices de la fin de cette fiche, et vous aurez parfois besoin, dans ce calculateur, d'additionner des valeurs qui sont aux deux extrémités de la distribution, ce que vous pouvez faire simplement en encadrant ainsi, par exemple, les valeurs les plus faibles à gauche et à droite, et vous obtenez un cumul qui couvre les deux extrémités. Voilà notre réponse pour cette question posée. Et enfin, dernière manière de jouer avec ce calculateur, ce sera le troisième mode de calcul que nous verrons ensemble dans ce calculateur et dont vous aurez besoin dans nos applications ultérieures. On peut aussi se poser la question à l'envers. On peut se dire, on a vu tout à l'heure que la fréquence la plus vraisemblable aurait été 6 sur 40. Mais pour 14 sur 40, qui est quand même ce que nous avons observé concrètement, quelle aurait été la valeur de probabilité ici qui rende 14 sur 40 le plus vraisemblable? On peut renverser ainsi la question et utiliser le calculateur pour essayer d'obtenir cette information. Et nous faisons la chose suivante, on va ici déplacer notre curseur pour essayer de changer la valeur de probabilité de sorte que le bâton le plus élevé soit désormais à la verticale de 14 pour obtenir cette réponse. Je déplace mon curseur progressivement jusqu'à une valeur où j'ai l'impression que le bâton va être le plus élevé pour la valeur 14. Je vois que ici, en effet, pour la valeur 14, j'ai le bâton le plus haut, la probabilité associée est de 0,1313, et on peut dire la chose suivante, pour le résultat que nous avons, 14 sur 40, la probabilité sous-jacente la plus vraisemblable, c'est 0,35 à peu près, on peut dire 0,35. Et si vous êtes un tout petit peu observateur, vous aurez peut-être deviné ou découvert par vous-même que 0,35 est en réalité exactement la valeur de la fréquence observée 14 sur 40. Si vous faites cette petite opération, 14 sur 40, c'est très exactement 0,35. Est-ce que c'est une coïncidence? Non, ça n'est pas une coïncidence. En fait, c'est un résultat mathématique que l'on peut démontrer. Je vous demande de l'accepter sans démonstration. Dans une loi binomiale, la valeur de probabilité sous-jacente qui donne la plus forte probabilité à la fréquence réellement observée, dans l'étude concrète qu'on fait, ce n'est pas autre chose que la fréquence observée elle-même. Donc on dit pour cette raison que la fréquence que l'on observe dans une expérience binomiale peut être considérée comme un estimateur, on dit au maximum de la vraisemblance ou du maximum de vraisemblance de la probabilité inconnue. Et on s'en servira parfois
Dans cette situation, comme dans d'autres, où on ne connaît pas au fond la vraie valeur de probabilité d'un phénomène, ici nous ne savons pas quelle est la vraie probabilité d'identifier le vrai coupable dans cette expérience, parfois on aura envie d'avoir quand même une estimation de cette probabilité que nous ne connaissons pas, et bien il arrivera qu'on la remplace cette probabilité inconnue par la fréquence, parce que nous savons que dans un modèle binomial, la fréquence est très exactement cette valeur numérique qui, quand on la donne à la probabilité inconnue, accorde aux données qu'on a observées le maximum de la vraisemblance. Et à cet égard, on peut dire que c'est la valeur de probabilité qui est à nos yeux la plus vraisemblable au sens statistique du terme. C'est ce qu'on appelle faire une estimation au maximum de vraisemblance. Donc en résumé, on a, en jouant avec cette interface, procédé à 3 types de calculs. On a d'une part calculé la vraisemblance d'une hypothèse, c'est-à-dire on a calculé la probabilité de voir apparaître une certaine fréquence. On a appris aussi à recalculer une probabilité cumulée dans ce calculateur, ça n'est pas autre chose que la valeur P. Et vous le verrez, la valeur P en psychologie est l'une des statistiques et l'une des méthodes qui permet de prendre des décisions statistiques, une des méthodes les plus répandues pour cela. La probabilité d'avoir des événements au moins aussi extrêmes que ce qu'on observe. Nous, on a obtenu 0,0039, et les psychologues ont l'habitude, comme dans d'autres disciplines scientifiques, pour juger de l'importance de cette probabilité, de la comparer à un seuil d'invraisemblance ou de rareté, ou de caractère surprenant du résultat, qui est arbitrairement fixé à 5%, 0,05. Ici, nous, on a une probabilité du résultat obtenu, voire plus extrême encore, qui est largement inférieur à 0,05, encore plus petit que ce seuil qu'on a déjà fait exprès de choisir petit. Par conséquent, on dira la chose suivante, on dira l'hypothèse de la chance seule nous paraît très invraisemblable. C'est pas que c'est impossible, hein, ça peut quand même se produire d'avoir un nombre de personnes qui détectent bien qui soit plus grand que 14 ou égal à 14, ça peut arriver dans à peu près 4 cas sur 1000, comme vous le voyez ici. Néanmoins, c'est tellement faible que nous préférons prendre le risque de dire que ce scénario est très invraisemblable et que dans cette étude, il semble bien que les gens obtiennent d'une manière ou d'une autre une incitation à choisir le vrai coupable et à désigner le vrai coupable, alors qu'ils n'avaient aucune information pour ça. Et enfin, troisièmement, on a vu ensemble dans ce calculateur comment on pouvait, un peu à l'envers, essayer de voir comment on pouvait régler la probabilité inconnue à une certaine valeur qui vient maximiser la probabilité de la fréquence observée. C'est ce qu'on appelle estimer la probabilité inconnue au maximum de la vraisemblance, et on trouve 0,35. On l'appelle pi chapeau, cette probabilité, en faisant attention de mettre un chapeau dessus, pour que l'on ne commette pas l'erreur de penser que c'est la vraie probabilité, il s'agit d'une estimation de probabilité. Pour finir, on dira que la loi binomiale est un modèle de l'échantillonnage, c'est-à-dire c'est un modèle qui décrit la façon dont les fréquences peuvent apparaître dans un certain scénario où la probabilité vraie est fixée à une valeur particulière. On voit que toutes les fréquences sont possibles dans cette représentation graphique que nous avons vue ensemble. On voit que pour une probabilité réglée à 1/6, toutes les fréquences de 0 sur 40 à 40 sur 40 sont possibles, c'est juste que les bâtons qui vont avec n'ont pas tous la même hauteur. Autrement dit, ces différentes fréquences n'ont pas la même plausibilité d'apparition. Mais néanmoins, ce que décrivent ces bâtons, c'est la probabilité avec laquelle vous risquez de voir apparaître la fréquence de bonne reconnaissance si vous renouvelez un très grand nombre de fois votre expérience, à travers des échantillons de taille 40 répétés. C'est pour ça qu'on appelle ce modèle binomial un modèle de l'échantillonnage pour une fréquence. Ça vous permet d'avoir une idée de ce qui peut se produire si vous prélevez des échantillons répétés dans cette population potentiellement infinie. On aura l'occasion d'utiliser ce modèle de l'échantillonnage dans de nombreuses situations.